commence par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Prions Dieu qui avait instruit les cœurs des fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ notre Seigneur. Notre-Dame, siège de la sagesse, priez pour nous. Saint Joseph, Sainte Anne, Saint Maurice et ses compagnons martyrs, Saint Pidis, Saint Louis, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, asseyez-vous. Donc, comme pour chaque fête de Saint-Maurice, je voudrais aborder un sujet qui concerne, disons, des questions à la fois religieuses et sociales, parler du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme cette année, c'est le 150e anniversaire de l'assassinat de García Moreno, je pensais que c'était judicieux de parler de lui. Il a été assassiné, en effet, le 6 août 1875, il y a 150 ans. García Moreno, c'était un président de la République. C'est pas nécessairement à cause de ça qu'on le célèbre. En France, on célèbre assez rarement les présidents de la République, mais en l'occurrence, surtout dans un contexte catholique, mais en l'occurrence, c'était un président de la République catholique, d'un petit pays bien loin de chez nous, en Amérique du Sud, donc de l'Équateur. Alors, j'ai amené une carte parce que j'avoue que je ne suis pas sûr que tout le monde sache pointer du doigt où est-ce que c'est l'Équateur. Alors là, c'est le haut de l'Amérique du Sud. Et vous voyez que l'Équateur, c'est le petit morceau qui est là. Donc là, vous avez le Brésil. Le Brésil, c'est très grand, hein, ça descend. La Colombie, notez la Colombie, le Venezuela, on va en parler beaucoup. Le Pérou qui est là, qui descend beaucoup plus bas aussi. La Bolivie. Donc l'Équateur, c'est un tout petit morceau. Donc au départ, tout ça, ça faisait partie des colonies espagnoles. Et suite à la Révolution française, il y a eu la Révolution un peu partout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi la Révolution américaine, hein, il n'y a pas qu'en France, mais il y a eu la Révolution partout au XIXe siècle, y compris dans ces contrées. Et donc, ces pays-là ont acquis leur indépendance. Alors, on va revenir un petit peu là-dessus. Le personnage de García Moreno a été une figure très importante pour les catholiques français. J'ai remarqué ça en préparant cette conférence, c'est que, en fait, les Français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle sont peut-être ceux qui se sont le plus intéressés à la figure de García Moreno. Bien sûr, en Équateur, on connaît García Moreno, on s'est intéressé à lui, mais surprenamment, c'est en France vraiment qu'on a beaucoup écrit et discuté de ce personnage, plus même que dans le monde espagnol, par exemple. J'ai l'impression, en tout cas, ça a été mon ressenti. La grande référence concernant García Moreno, la grande biographie de García Moreno a été écrite par un prêtre français, le père Berthe, qui donc a écrit en fait une étude très approfondie. Hein. Il a passé presque, je crois, une dizaine d'années pour éplucher vraiment tous les documents de l'époque, recueillir des témoignages de témoins oculaires, recueillir des articles de journaux, même des prospectus, parce que bon, il y a toute une question politique. Alors vous avez aussi des prospectus, des affiches, etc. Donc il est allé sur place pour éplucher tout cela et pour écrire vraiment une biographie très complète de García Moreno. En Équateur, donc en Équateur, cette biographie a été louée comme étant vraiment une œuvre magistrale et où il y avait des petites corrections à faire, parce que c'était quand même quelqu'un qui n'était pas du pays, donc forcément il y a eu des petites erreurs qui se sont glissées ici et là, et donc après il a refait une édition où il a pris en compte justement les remarques qui ont été apportées à son travail, mais son travail fait vraiment figure de référence concernant la vie de García Moreno, et a été traduit en espagnol, maintenant ça a même été traduit en anglais, et c'est vraiment la référence, si vous voulez, pour la question de García Moreno. Et toutes les biographies, toutes les conférences qui se donnent en général sur García Moreno, en fait, ne sont que des reprises et des résumés de la biographie de Père Berthe. Donc que j'ai là, c'est en 2 volumes.
L'étude originale est en 2 volumes. Il existe une version abrégée qu'il a faite ensuite pour populariser encore davantage la biographie de García Moreno. On trouve très facilement, c'est réédité par plusieurs éditeurs, on trouve très facilement soit l'édition en 2 volumes, soit la biographie abrégée en un seul volume. Ça se lit très très bien, c'est très agréable à lire. Et puis, même en dehors de ça, si vous voulez, il y avait tout un, disons, à l'occasion de son assassinat, mais même après, pour le 50e anniversaire de sa mort, pour le 100e anniversaire de sa naissance, etc., etc. À chaque fois, si vous voulez, dès que c'était l'occasion, on en parlait en France assez facilement. Il y avait des panégyriques qui étaient organisés, donc des grands sermons très, très élaborés, disons, qui étaient organisés en son honneur pour faire connaître cette figure. Et une des raisons, certainement, qui explique cette popularité de García Moreno en France, c'est de montrer qu'il est possible de faire marche arrière sur la Révolution, de complètement retourner la vapeur et de retrouver une société chrétienne assez rapidement, parce que c'est ce qui s'est passé en Équateur. Donc, avant même de parler de García Moreno, je vais parler rapidement de l'Équateur et du contexte politique, si vous voulez. García Moreno est né en 1821, dans un contexte de révolution. Donc, le Brésil, c'était portugais. Ça, c'était les colonies portugaises. Ici, tout ça, c'était les colonies du royaume espagnol. Quand il y a eu la Révolution française, les colonies appartenaient encore à leurs pays respectifs. Mais quand Napoléon est venu et a fait la guerre jusqu'en Espagne et a instauré son frère en Espagne, alors évidemment, il y a eu un mouvement patriotique et en Espagne et dans les colonies de résistance face justement à Joseph qui leur était imposé pour favoriser le roi légitime espagnol. Donc, au départ, si vous voulez, il y a eu un mouvement de résistance dans les colonies américaines qui était plutôt un mouvement de résistance à Napoléon Bonaparte pour défendre la monarchie espagnole, mais c'était mêlé aussi avec tous ceux qui rêvaient de l'indépendance des colonies espagnoles. Donc les deux mouvements ont convergé pour résister donc à la couronne d'Espagne qui maintenant a été portée par quelqu'un qui en fait ne descendait pas des rois d'Espagne. Enfin, en tout cas, pas directement. Donc ça, c'était un petit peu le contexte du début du 19e siècle. Il y a 2 personnages qui sont très importants, qui ont été les artisans de l'indépendance de l'Équateur, mais en fait, au départ, c'était la Grande Colombie. Donc tous ces pays-là, le Venezuela, la Colombie, le Pérou, la Bolivie, l'Équateur, etc., tout ça, c'était les colonies espagnoles. Quand ils vont obtenir leur indépendance, ça va se faire de façon assez morcelée, c'est-à-dire étape par étape. Puis il va y avoir un moment où ils vont plus ou moins regrouper dans ce qu'on appelait la Colombie, la Grande Colombie, et puis après ça s'est éclaté, après c'est revenu, après ça s'est éclaté. Bon, si vous voulez, c'était le chaos politique pendant des dizaines d'années, un peu partout, sur ce continent, suite à la Révolution, à la fois la Révolution française et la Révolution américaine qui avait lieu un peu auparavant. Donc je rappelle rapidement, Révolution américaine, 1776. Révolution française, 1789. Donc, il y a 2 personnages très importants à retenir, Miranda et Bolivar. Alors, Miranda, ça a été assez rapide. Miranda, c'était le premier, si vous voulez, qui a mené les troupes, donc à la fois patriotes et indépendantistes, dans ce mouvement d'indépendance des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Alors, Miranda, c'était un personnage qui était d'origine espagnole, enfin, il faisait partie justement de ces colonies espagnoles, mais il était plutôt du Pérou en fait. Il avait participé à la Révolution américaine. C'était un ami de Washington. Il avait côtoyé tous les pionniers, disons, de ceux qui ont écrit, qui ont fabriqué la Constitution américaine suite à l'indépendance des États-Unis. La monarchie espagnole, effectivement, malheureusement, a soutenu la Révolution américaine. Moins que la monarchie française, parce qu'on l'a fait plus encore, mais quand même. Pourquoi ? Parce que c'était une façon d'affaiblir l'Empire britannique, évidemment. Tout ça, et c'était vu surtout sous des aspects politiques, évidemment. Donc, de voir les États-Unis devenir indépendants, c'était intéressant parce que ça permettait d'affaiblir les Royaumes-Unis, parce que, bon, bref, tout était imbriqué, si vous voulez, il y a tout un système. Mais le fait est que
Donc vous aviez non seulement des nobles français, mais aussi des nobles espagnols, nobles et pas nobles, mais en règle générale, les officiers, c'était des nobles, qui étaient allés combattre, donc au nom de la liberté, au nom de tous les principes maçonniques, pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. C'était le cas de Miranda, qui va ensuite, plus tard, travailler à l'indépendance donc de toutes ces colonies espagnoles. C'était le cas d'autres qui ont pris des chemins complètement différents. Armand de la Rouërie, par exemple, a participé à la Révolution américaine, était lui aussi un ami de Washington, et quand il y a eu la Révolution ici, finalement, il a travaillé du côté des Chouans, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, bon, les choses parfois deviennent complètement différentes. Alors dans le cas de Miranda, lui en plus, il était poursuivi par l'Inquisition espagnole. Donc, concrètement, il a été un peu dans tous les pays. Il voyageait beaucoup parce que dès qu'il est resté un peu trop longtemps dans un pays, le gouvernement espagnol commençait à faire des démarches pour pouvoir rattraper le personnage. Et donc, il allait ailleurs. Donc, il a voyagé un petit peu partout, en France, en Angleterre, même en Scandinavie, dans différents endroits comme ça. Et donc, quand il y a eu quand la Révolution française a troublé même l'ordre politique en Espagne, Miranda, à ce moment-là, en a profité pour sauter sur l'occasion pour entamer une guerre d'indépendance de l'Équateur, enfin pas de l'Équateur, mais des colonies espagnoles en Amérique. Donc, bon, je vais résumer très, très simplement, mais encore une fois, tout cela, c'était les colonies espagnoles, et donc elles sont devenues indépendantes de l'Espagne. Ça a pris plusieurs années, il y a eu des hauts et des bas, disons, dans la guerre, c'est-à-dire des moments où les Espagnols arrivaient à reprendre le dessus, des moments où les indépendantistes, finalement, reprenaient les territoires, etc., etc. Bon. Donc, Miranda est un personnage très important, mais il est mort assez vite, et donc, celui qui est beaucoup plus connu, et qui était son disciple au départ, et qui ensuite a achevé, on va dire, l'indépendance de ces colonies espagnoles, c'est Bolivar. Bolivar qui va donner son nom même à un de ces pays, la Bolivie. Donc Bolivar, c'est un petit peu le Washington, on va dire, de l'Amérique du Sud. C'est lui qui va réussir à accomplir l'indépendance espagnole, l'indépendance de ces pays de la couronne espagnole. Donc Bolivar, par certains côtés, on peut le comparer à Washington, par d'autres côtés, on peut le comparer un peu à Napoléon Bonaparte, parce qu'il avait il avait un charisme. C'est vraiment lui qui a apporté les idées de la Révolution dans toutes ces contrées, mais il était quand même il était plus modéré, on va dire, il était plus modéré que Napoléon Bonaparte, par exemple. Il avait moins d'audace dans ce sens, qu'il croyait vraiment, il était convaincu dans l'idée d'une république parlementaire, etc. Donc quand parfois, même les siens voulaient qu'il prenne le pouvoir et qu'il commence à fonder même à un moment donné, parce que la situation était assez tendue, une sorte d'empire des Andes, il a refusé, justement à cause de cet idéalisme qu'il avait. Donc, par certains côtés, c'est comme Napoléon, parce que c'est lui qui va vraiment instaurer la révolution de façon permanente, qui va la faire durer dans tous ces pays. Mais d'un autre côté, il n'a pas été jusque ce qu'a fait Napoléon, savoir prendre le pouvoir et instaurer une dictature. Bon. Donc, ce qui l'intéressait beaucoup, lui, c'était de faire la guerre à droite à gauche, et il laissait ses généraux administrer les pays. Donc il avait différents généraux qui administraient telle région de la Grande Colombie, avec plus ou moins de succès, et ces généraux, en règle générale, eux, étaient très anticatholiques. Simon Bolivar l'était un peu moins. Et surtout, avant sa mort, il va regretter beaucoup de choses. En fait, il y a plusieurs de ses discours qui sont très célèbres. À un moment donné, il fait une sorte de testament politique, où il dit justement à tous ses concitoyens, nous avons acquis l'indépendance au prix de tous les autres biens. C'est-à-dire, on a tout perdu. Parce que c'était, imaginez, là ça a duré 20-30 ans, si vous voulez. Pendant une vingtaine d'années, c'était des guerres à n'en plus finir, des changements de gouvernement tous les 4 matins, même des changements de pays réguliers. Garcia Moreno, par exemple, en son enfance, a été citoyen, je crois, de 4 ou 5 pays différents. Parce qu'à cause des redécoupages et des révolutions, c'est pour vous dire. Donc Garcia Moreno a grandi dans cette atmosphère-là, de révolution, en fait. Il savait très bien ce que c'était, parce que c'était pire, en fait, sur certains côtés, que la République française, la 5e République, qui a beaucoup plus de stabilité, malgré tout ce qui se passe. C'était encore plus mouvementé, là, c'était la guerre tout le temps. Impossible, évidemment, de faire des cultures, de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a des guerres continues. Impossible de développer le commerce et l'industrie. C'était la misère.
Donc à la fin de la vie de Simon Bolivar, c'est la catastrophe. En 1830, voilà le constat qu'il fait. Je rougis de l'avouer, c'est Simon Bolivar là qui dit ça. L'indépendance est un bien que nous avons conquis, mais aux dépens de tous les autres. Et en fait, lui, il abandonne d'une certaine façon. Il se rend compte qu'il n'y a plus rien à faire. Il abandonne. Il y a un autre moment où il... un autre aveu qu'il fait qui est très fort. Oui, au moment de... Enfin, peu de temps avant sa mort, ses amis veulent qu'il prenne le pouvoir par la force pour remettre un peu d'ordre, parce que tous les pays, justement, sont divisés, c'est la pagaille, la misère. Lui, il est désespéré. Il dit, il n'y a rien à faire. Il dit à ses amis, il n'y a plus de salut pour la patrie. C'est ma conviction et mon désespoir. Tout est perdu et pour toujours. Que peut un homme contre un monde? Et puis, il n'y a plus de patrie pour moi. Les tyrans m'en ont chassé. Parce qu'évidemment, là-bas, comme en France, les artisans de la Révolution se font petit à petit aplatir les uns après les autres par ce rouleau compresseur qui n'en finit jamais. Donc les révolutionnaires d'hier sont les victimes de la révolution d'aujourd'hui. C'est toujours ce qui se passe. Alors c'est dans ce contexte donc que García Moreno grandit. Il est né le 24 décembre 1821 à Guayaquil. Alors, rapidement, en ce qui concerne disons, la disposition de l'Équateur. Donc l'Équateur, c'est un petit pays, hein, c'est pas très grand. Mais il y a 3 régions qui sont vraiment différentes. Donc il y a le littoral, il y a l'autre côté vraiment extrême, et il y a le plateau entre les deux. Donc il y a des chaînes de montagnes, un petit peu, si vous voulez, à mi-chemin, enfin, disons un tiers, on peut dire, un tiers. Ça divise le pays en 3 parties. Donc la ville la plus importante du littoral, c'est Guayaquil, c'est de là d'où vient García Moreno. Au centre, vous avez Quito, qui est la capitale, et qui était la capitale de l'Inca, parce qu'à un moment donné, en fait, avant l'arrivée de Christophe Colomb, toutes ces régions ont été prises par le pouvoir des Incas, qui avait fait de Quito sa capitale. Enfin bref. Et vous avez une région là qui est beaucoup plus, qui concrètement confine à l'Amazonie. Là, c'est la forêt amazonienne après, puis bon, il y a le Brésil, etc. Donc la disposition du territoire est un peu difficile parce que vous avez quand même des chaînes de montagnes qui traversent le pays du nord au sud, et à 2 endroits, et le plateau assez élevé au milieu. Alors García Moreno donc, est né le 24 décembre 1821 à Guayaquil, donc le principal port de l'Équateur. Ses parents étaient profondément catholiques. Son père était d'origine castillane, il était venu, donc espagnol, il était venu en Équateur pour faire fortune, pas dans un mauvais sens, mais voilà, pour s'établir tout simplement. Mais il était très attaché à la couronne d'Espagne, sa mère aussi. Donc pour vous donner un exemple, tous les ans, on célébrait l'indépendance, un peu comme le 14 juillet aujourd'hui, si vous voulez. L'équivalent, c'était au mois de septembre, là-bas, je crois, le 26 septembre, si je me souviens bien. Et il était obligatoire d'orner les maisons du drapeau, et puis de faire la fête, quoi, de célébrer l'indépendance de la couronne d'Espagne, parce que c'était la fin de la tyrannie, de l'obscurantisme, et tout ce que vous voulez. Et ses parents ont toujours refusé cela, même si ça voulait dire que chaque année, il fallait payer une amende. Oui. Ça vous donne un peu l'esprit, si vous voulez, il était royaliste, fidèle à la couronne d'Espagne. Ça ne va pas l'empêcher de devenir président de la République, plus tard. Donc, plutôt, disons, politiquement, plutôt dans un milieu conservateur. Donc, il avait 3 frères et 3 sœurs, c'était le petit dernier de la famille. Son père voulut s'assurer qu'il ait une éducation virile. Le petit Gabriel, c'est comme ça qu'il s'appelait, Gabriel García Moreno, était naturellement très proche de sa mère, assez timide, assez peureux. Et donc son père, qui l'a perdu assez tôt malheureusement, son père a voulu lui donner une éducation assez virile. Il y a quelques exemples qui sont assez connus. Peut-être vous avez déjà entendu ces histoires-là. Mais par exemple, quand il était petit, il avait extrêmement peur de l'orage. Eh bien, ce qu'a fait son père, c'est simple, c'est de l'enfermer sur le balcon pendant un grand orage. Il y avait l'orage, il y avait la tempête, et il y avait les éclairs, tout ce que vous voulez. Et donc, il a enfermé le petit sur le balcon en lui disant « Il va apprendre à plus avoir peur de l'orage ». Et bon, c'était assez radical. Autre exemple de ce genre d'éducation, il avait aussi extrêmement peur de la mort, bon, ce qui en soi est assez naturel. Donc, à un moment donné, son père, alors c'était à l'occasion d'une veillée funèbre, donc il faisait déjà assez nuit.
Le corps était disposé dans une chambre funéraire avec quelques cierges seulement qui éclairaient. Il n'y avait pas le système électrique moderne. Et ils étaient tous passés, après avoir prié pour le repos du défunt, ils étaient tous passés à côté pour discuter, bref. Le père a envoyé le petit garçon aller chercher du feu près du cadavre, donc allumer une petite bougie à ces lumières là près de ce cadavre. Ce qui pour lui était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, ça l'a marqué à vie. Bon. C'est ce genre de choses, si vous voulez, que son père lui faisait faire pour qu'il arrive à surmonter sa pusillanimité. Alors je ne dis pas nécessairement qu'il faille faire ça à tous les enfants, ça dépend, il faut s'adapter au caractère des enfants. Mais enfin, bref, le fait est que ça a forgé Garcia Moreno pour devenir un caractère très fort. Garcia Moreno était très brillant, hein, étudiant très brillant, il a fait des études de droit. Il était très brillant, très connu pour cela, passionné de toutes les études, de toutes les sciences. Avec ses amis, il partageait certaines ambitions, disons, politiques. Enfin, si vous voulez, dans ce contexte, évidemment, de remous politique, tout le monde parlait de politique, évidemment. Et donc, même avec ses amis, si vous voulez, il s'intéressait beaucoup à l'histoire. Et à un moment donné, par exemple, des amis lui dirent bah, ce serait bien, vous qui vous connaissez vraiment beaucoup de choses, vous avez qu'à écrire l'histoire de l'Équateur. Et il leur a dit plutôt que de l'écrire, il vaut mieux la faire. C'était le genre de tempérament qu'il avait. Il y a ceux qui écrivent l'histoire, et il y a ceux qui la lisent, et il y a ceux qui la font. Donc lui, il préférait faire l'histoire plutôt que de devoir l'écrire ou la lire. Mais en tous les cas, il a commencé en tant qu'avocat, jusqu'au jour où il a été confronté à un moment donné où, en fait, il avait une cause indéfendable. Et là, il s'est rendu compte que des limites, on va dire, de l'engagement dans le droit. Mais il a développé une vaste culture. Il était très prisé, du coup, très recherché par les salons, un peu, même mondains, si on veut. Il a eu, dans sa jeunesse, il avait un peu ce côté-là bon voilà, quoi, il surfait, on va dire, c'est pour utiliser un peu un terme moderne, sur la popularité, la vague. C'était le jeune homme brillant que tout le monde connaissait, c'était le premier de l'université, c'était ceci, c'était cela. Et à un moment donné, par exemple, pour casser cette mauvaise habitude qu'il avait d'aller partout faire la fête tout le temps, il s'est dit, bon, au grand mot, les grands remèdes. Donc il s'est rasé complètement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il n'a jamais retrouvé ses cheveux parce que quand il est président, il n'avait pas beaucoup de cheveux. Mais quand il était jeune, évidemment, il avait plus de cheveux. Donc, il a décidé de se raser la tête complètement. Comme ça, il s'est dit, je ne vais jamais oser sortir de mon appartement dans cet état, évidemment. Donc, ne vais plus aller faire la fête, je vais continuer à étudier tranquillement. Et c'est effectivement ce qu'il a fait. Et du coup, au bout de plusieurs semaines comme ça, il a réussi à vaincre cette mauvaise habitude qu'il avait d'aller faire la fête un peu partout, on va dire. Alors, au milieu des années 1840, l'Équateur est encore en ébullition, notamment contre le général Flores, qui était celui qui tenait le pouvoir à ce moment-là, hein, mais avec toutes les idées libérales et anticléricales franc-maçonnes. Hein. Donc il était au pouvoir depuis déjà une quinzaine d'années, et c'était la misère partout, si vous voulez. Alors Garcia Moreno, à ce moment-là, commença à s'engager un peu dans la politique. Et au fur et à mesure, si vous voulez, des soulèvements politiques, Flores a été obligé de s'exiler, de partir. Et c'est un certain Roca qui lui a succédé. Garcia Moreno commence à ce moment-là une carrière de journaliste. Donc il fonde un premier journal qui s'appelait Le Fouet pour critiquer le gouvernement, mais pas juste dans le but de critiquer comme on aime bien critiquer tout le temps et râler, mais de façon constructive, c'est-à-dire pour discuter des idées politiques. Et donc pour condamner toutes les idées libérales, franc-maçonnes et tout ce que vous voulez du gouvernement en place. Bon, mais si vous voulez, les choses vont changer parce qu'à un moment donné, Flores en fait va revenir, va menacer Roca. Donc Roca va même essayer d'amadouer en fait Garcia Moreno, qui était devenu par la force des choses un adversaire politique. Il va essayer de l'amadouer en lui donnant une responsabilité. Jusqu'au moment où finalement il va concrètement le trahir, c'est-à-dire s'allier de nouveau à Flores, abandonner Garcia Moreno. Et donc Roca va garder le pouvoir en s'alliant avec les partisans de Flores. Bon, bref, Garcia Moreno fonde un nouveau journal à ce moment-là pour reprendre la lutte politique qui s'appelle El Diablo, le diable, pour fustiger toute la politique anticléricale de Roca et des partisans de Flores. En 1849, quand même, il est un peu découragé de la situation.
Et donc il entreprend un grand voyage à ce moment-là. Il va en Europe notamment, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Italie, passer plusieurs mois là-bas et il étudie un petit peu les gouvernements politiques, les constitutions des différents pays. Bon, c'est un bon catholique, c'est-à-dire il est bien convaincu de ses idées catholiques, pas forcément des plus fervents par contre, on va voir un petit peu ce qui va se passer après, mais il comprend que sur le plan politique, la société doit être catholique et le gouvernement lui-même doit respecter la religion catholique, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs dans la plupart des pays qu'il a visités. Hein. Alors, il retourne en Équateur, il se lance dans un nouveau journal qui s'appelle La Nation, il continue son travail politique en tant que journaliste de cette façon-là. À ce moment-là, celui qui avait pris le pouvoir, c'est un certain Urbina, le général Urbina, qui donc comprend le danger de ce jeune homme très brillant qui écrivait bien, hein, mais dont la plume était du coup assez crainte, c'est-à-dire qu'il il dénonçait toutes les erreurs libérales avec beaucoup de succès. Et donc le général Urbina fait exiler de force, Manu Militari, Garcia Moreno à Bogota, donc en Colombie, pour qu'il soit envoyé finalement, qu'il aille jusqu'en Bolivie. Et finalement, Garcia Moreno va réussir à s'échapper. Il va traverser l'Amazonie pour retourner à Guayaquil, donc sa ville d'origine. Bon. Il continue de s'intéresser à la vie politique à tel point que finalement, il va rentrer lui-même dans la politique et devenir sénateur. Donc, il est élu sénateur à ce moment-là. Le général Urbina, cependant, le fait arrêter. Et donc, Garcia Moreno est obligé de partir. En fait, il est conduit au Pérou, il est encore exilé, si vous voulez. Et donc, à ce moment-là, il entreprend un autre voyage en France pour rencontrer un certain nombre de personnalités politiques, surtout des milieux conservateurs et royalistes, en fait. Il en profite pour étudier, notamment, c'est lui qui le dit, l'histoire de l'Église par l'abbé Rohrbacher, un grand classique bien connu. Donc, apparemment, visiblement, d'après la biographie, il a lu 3 fois ces 29 volumes. C'est une grande collection, hein. L'histoire de Rohrbacher, c'est très long. Donc, c'est quelqu'un qui étudiait beaucoup, hein, qui travaillait beaucoup. Bon, il est bien convaincu à ce moment-là, si vous voulez, qu'il faut une société chrétienne. Et donc, il est bien convaincu de la doctrine sociale de l'Église. Il étudiait beaucoup. Mais à Paris, à ce moment-là, il va avoir vraiment un moment de conversion très important dans sa vie. Puisque, alors qu'il est en train de discuter avec un de ses amis, qu'il défend justement l'ordre chrétien, etc., son ami, il lui dit gentiment, je paraphrase hein, pour pas prendre les paroles exactes, mais son ami lui dit gentiment, il dit, bon, bah, vous parlez très bien de cette religion-là que vous défendez, mais dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes confessé? Et là, il était très embêté, parce qu'il ne s'était pas confessé depuis belle lurette. Et donc, il est très interloqué par cette question de son ami, et il se convertit sur le champ. Il décide à ce moment-là de prendre au sérieux la religion catholique. Il était catholique, mais voilà, il était un peu tombé dans la tiédeur. Et donc, le soir même, il rentre, il prépare sa confession, il va se confesser. Et le lendemain, il fait une bonne communion, en remerciant le bon Dieu pour toutes les grâces qu'il avait reçues, et surtout, il prend la résolution de ne plus jamais être tiède, mais de recevoir les sacrements régulièrement, et de prier le chapelet quotidiennement. En 1858, Urbina quitte le pouvoir, donc celui qui avait exilé Garcia Moreno. Son successeur s'appelait Robles. C'était lui aussi un général d'armée. Robles amnistie Garcia Moreno et le nomme recteur de l'université de Quito, dans l'espoir de l'amadouer, d'en faire son ami d'une certaine façon. Sauf que Garcia Moreno rentre, bien sûr, accomplit son travail à l'université avec toujours autant de succès. Donc en fait, il va devenir même très populaire auprès des étudiants. Il va leur inculquer les bonnes idées, les bons principes. Finalement, va être le principal opposant politique à Robles. Il va se présenter aux élections et même l'emporter, être élu. Mais Robles, sous prétexte d'une menace de guerre contre le Pérou, prend le pouvoir de force, donc il s'attribue les pleins pouvoirs. Bon, il y a du coup là aussi une émeute au Parlement, évidemment. Mais Garcia Moreno, finalement, est obligé de fuir au Pérou. Mais
un autre mouvement, un autre soulèvement populaire a lieu le 1er mai 1859 et Garcia Moreno est proclamé chef du gouvernement provisoire. Donc il avait gagné les élections. Celui qui était au pouvoir, Robles, avait trouvé une magouille pour pas céder le pouvoir. Le peuple s'est soulevé et finalement on a demandé à Garcia Moreno de revenir. Donc Garcia Moreno est revenu à ce moment-là, c'est la première fois qu'il est président. Il a été président 2 fois. Donc ça c'est son premier mandat. Donc là on est encore dans le contexte d'une constitution qui est très imparfaite, qui a beaucoup de défauts. Et Garcia Moreno va refaire plus tard une constitution catholique du pays. Bon, mais en tous les cas, donc il prend le pouvoir, il étouffe la guerre civile, qui malheureusement avait commencé à être semée un peu partout, et notamment le 24 septembre 1860, il arrive à reprendre Guayaquil, donc c'est le jour de la fête de Notre-Dame de la Merci, et donc il la proclame à ce moment-là patronne céleste de l'Équateur, en remerciement de cette victoire. Bon, alors là maintenant, il commence tout son travail politique, parce que ça fait 30 ans que c'est la guerre, que c'est la révolution. Alors, sur le plan économique, le pays est dans le gouffre, concrètement, et même endetté. Donc il fait beaucoup de réformes politiques. Bon, si vous voulez, là, je vous passe un petit peu les détails, mais concrètement, des réformes de bon sens. Il arrive, si vous voulez, à remettre sur pied l'économie du pays. Franchement, il n'y aurait pas besoin de beaucoup de bon sens pour remettre sur pied un pays, parce que vous voyez comment, même aujourd'hui, notre pays fonctionne encore malgré des siècles de mauvaises décisions. Alors, on se dit quand même l'économie c'est assez solide. Donc, le fait est qu'en remettant tout sur pied avec beaucoup de bon sens, eh bien, les choses, l'économie fleurit. Il arrive même, si vous voulez, à petit à petit éliminer la dette, à baisser les impôts et à repartir l'économie. Comment est-ce que vous faites ça tout ça à la fois? Évidemment, voilà. Si les choses étaient bien faites, hein, c'est possible. Donc, dans un pauvre pays tout petit, avec peu de moyens, il arrive à relancer l'économie, tout simplement avec beaucoup de bon sens et de justice. Il fait appel aussi aux religieux pour tout ce qui concerne, en fait, tout ce en quoi l'Église se débrouille très bien, à savoir l'éducation. Donc, il instaure des écoles partout, grâce aux ordres religieux, et il confie également plusieurs ordres religieux, les hôpitaux et les prisons, bon, c'est-à-dire pour l'aumônerie. Hein, c'est pas parce que vous voulez avoir un bénédictin à garder votre cellule, c'est pas ça, mais c'est pour assurer l'aumônerie. Il établit un concordat avec le Saint-Siège, ce qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça faisait des décennies que le gouvernement était très anticlérical. Donc là, il reprend un bon contact avec le Saint-Siège, il négocie un concordat qui est signé le 22 avril 1863. Et il est même à l'origine, même si ce n'est pas lui qui le fait, mais si vous voulez, tout cet effort va être l'occasion également d'un concile, enfin un synode si vous voulez, parce que c'est au niveau national, à Quito, qui était vraiment bienvenu, parce que même le clergé, petit à petit, s'était un peu laissé aller à beaucoup d'abus. Donc, même sur le plan religieux, l'Église va retrouver une certaine vigueur grâce à ce contexte favorable. Bon, évidemment, il y a des problèmes, ça va de soi, donc à l'extérieur, tous les francs-maçons essaient de soulever le Pérou et la Colombie contre l'Équateur, et donc de temps en temps, il faut évidemment prendre les armes, défendre le pays. Mais Garcia Moreno arrive à tenir bon. À un moment donné, il est tellement découragé parce que quand même, il voit beaucoup de complots se tramer à la fois contre lui, contre l'Équateur, contre sa présidence, qu'à un moment donné, il décide de démissionner. Le Congrès refuse sa démission. Et alors, à ce moment-là, il se dit, bon, très bien, je continue, mais je vais serrer la vis, concrètement. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, donc il a été beaucoup plus dur contre le crime. En fait, ce qu'il voyait, c'est que concrètement, il s'est dit, mais c'est pas possible. On fait tout ce qu'il faut, et les gens sont encore en train de se soulever et de se plaindre de ceci et de cela, c'est-à-dire pas tout le monde bien sûr, mais en fait sous l'instigation des francs-maçons. Donc à ce moment-là, il serre la vis beaucoup plus durement pour supprimer le crime un petit peu partout. Il y a même un général, un certain Maldonado, qui préparait un complot, qui est arrêté, qui est jugé, qui est condamné à mort. Alors là, on lui demande grâce, s'il vous plaît, soyez bons, soyez gentils, soyez catholiques, soyez chrétiens. Mais Garcia Moreno leur dit, écoutez, si je ne mets pas à mort cet individu-là, plus tard, il va refaire une révolution, il y aura encore des massacres, il y a encore de la catastrophe. Donc il a refusé cette grâce qui lui était demandée même par ses amis, en disant, non, c'est un traître, il doit être mis à mort. Et c'est effectivement ce qui a été fait. Donc il leur a dit, si vous invoquez la justice, montrez que cet homme n'est pas coupable. Si c'est par charité, ayez pitié des innocents,
que vous allez faire périr, car si j'épargne ce criminel, demain le sang coulera dans quelque nouvelle révolution. Là, c'est très rafraîchissant de lire ça. Si c'est par charité, ayez pitié des innocents. À chaque fois, quand on est trop gentil avec les criminels, qui c'est qui paye? Les victimes. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein. C'est évident. C'est pas de la miséricorde d'amoindrir les peines de prison et d'être gentil toujours avec les délinquants. Non. Après, ce sont des gens innocents qui payent les pots cassés. Donc, García Moreno avait bien compris cela. Donc, le général en question, le Maldonado, n'a pas obtenu grâce et a été exécuté. En 1865, c'est un autre, un certain Carrion qui va être élu pour lui succéder à cause de la Constitution. Je parle des détails, mais García Moreno, à ce moment-là, n'était pas rééligible. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a son soutien, qui est élu, à savoir le président Carrion. Malheureusement, il n'était pas du tout aussi ferme que García Moreno, et malgré de belles promesses lors de sa campagne, finalement, tout va tomber en débandade petit à petit. Les francs-maçons vont retrouver leur influence. J'ai pas parlé de la vie personnelle de García Moreno, mais entre-temps, il s'était marié, mais il a perdu sa première épouse assez rapidement. Il n'a pas eu d'enfant de cette première épouse. Et donc, dans ces circonstances-là, il va se remarier. Et cette fois-ci, il aura 2 enfants. Une petite fille qui, malheureusement, est morte au bout de quelques mois. Et puis, un petit garçon qui s'appellera Gabriel, tout comme García Moreno lui-même. En 1868, donc 3 ans après, là, il y a un violent tremblement de terre dans la région où García Moreno s'était retiré. Le président Carrion lui-même ne pouvait pas aller sur place, et donc comme García Moreno était sur place, à ce moment-là, le président Carrion décide de donner plein pouvoir à García Moreno pour s'occuper de la crise, c'est-à-dire du tremblement de terre. Ça va faire que García Moreno va revenir dans la vie politique, parce qu'à ce moment-là, il a commencé à reprendre le pouvoir, et comme il était très doué et qu'il faisait du bon travail, il est devenu à nouveau très populaire. On a à nouveau demandé à ce qu'il reprenne la vie politique. Donc, il va effectivement rentrer dans la vie politique. Alors, il y a à nouveau des troubles politiques en 1869. García Moreno, avec le soutien de l'armée et de la population, décide d'entreprendre une réforme constitutionnelle. En fait, il veut refaire la constitution du pays pour faire une constitution catholique. Donc, c'était dans le contexte d'élections. Les élections allaient certainement dans le sens de la réélection de García Moreno, mais les francs-maçons étaient en train d'organiser des soulèvements partout. Bref, ça allait être à nouveau une guerre civile. Pour ne pas attendre la guerre civile, García Moreno a pris le devant avec le soutien de l'armée, pour tout de suite proposer de refaire une constitution ouvertement catholique, dont le premier article affirmerait la souveraineté de Dieu sur les institutions et les lois équatoriennes. Donc la religion catholique est proclamée religion d'État, etc., etc. Tout est mis comme ça devrait être, tout simplement. Voilà. Donc, il y a une nouvelle constitution qui est instaurée. Au départ, García Moreno avait l'intention de mettre en place cette constitution et puis ensuite de s'en aller. Il change aussi une chose importante par rapport au pouvoir présidentiel, c'est que jusqu'à alors, les mandats présidentiels étaient de seulement 4 ans. Maintenant, ils vont passer à 6 ans. Donc, il va entreprendre un mandat de présidence de 6 ans. Donc, il présente sa démission comme promis, mais finalement, il est élu président à l'unanimité du Congrès, moins une voix. Donc il prête serment à la cathédrale. On voit que l'atmosphère a vraiment changé. Donc le nouveau président qui est élu doit aller à la cathédrale, prêter serment de fidélité. Donc il prête serment à la cathédrale le 30 juillet 1869. Donc là, on retrouve à nouveau une vie politique plus ou moins pacifiée. Donc García Moreno se concentre sur le développement de son pays, sur le plan économique, social, etc., etc., etc. Lors de ce deuxième mandat, il va se passer quelque chose de très important, à savoir la révolution italienne. Mais alors je vais y revenir un petit peu plus tard. Concrètement, García Moreno va prendre la défense du pape Pie IX, même si malheureusement il peut rien faire de certaine façon. C'est-à-dire lui, il est dans un tout petit pays avec une toute petite armée. Il ne peut pas vraiment aller en Italie faire la guerre contre les révolutionnaires. Mais enfin, c'est le seul gouvernement qui va protester contre la révolution italienne qui a lieu en Italie. Bon, on y reviendra un petit peu après, parce que c'est un point très intéressant que je voudrais développer davantage. En tous les cas, à la fin de son mandat, la franc-maçonnerie est de plus en plus active, cherche à renverser García Moreno, mais García Moreno est extrêmement populaire. Donc, on approche à nouveau des élections, donc au bout de 6 ans, et c'est García Moreno qui est le favori.
c'est assez évident, il va sans doute être réélu. Et effectivement, il est réélu. Mais avant même de pouvoir reprendre le pouvoir, il va être assassiné. Une autre chose qu'il a fait, donc un peu de temps avant son assassinat, ça a été de consacrer son pays au Sacré-Cœur. Donc, c'est un petit peu dans la démarche, si vous voulez, du message de Sainte Marguerite Marie. Donc, c'était pas le roi Louis XIV, mais enfin, il voulait faire cette démarche de consacrer son pays au Sacré-Cœur, de mettre le Sacré-Cœur sur ses étendards, etc. Donc voilà ce qu'il a dit. Attendu que le plus grand bien d'un peuple, c'est de conserver intacte la foi catholique, que la nation l'obtiendra si elle se jette avec humilité dans le Sacré-Cœur, dans le cœur de Jésus, le Concile de Quito offre et consacre solennellement la République au Sacré-Cœur, le suppliant d'être son protecteur, son guide et son défenseur, afin que jamais elle ne s'écarte de la foi catholique, apostolique et romaine, et que les habitants de l'Équateur, conformant leur vie à leur foi, y trouvent le bonheur dans le temps et dans l'éternité. Et cet acte de consécration est récité dans toutes les églises de l'Équateur en même temps. Elle est récitée également à la cathédrale de Quito par l'archevêque, et dans un premier temps par l'archevêque, et ensuite par García Moreno lui-même qui le fait au nom du pays. Donc il consacre la République de l'Équateur au Sacré-Cœur de notre Seigneur. Ce n'était pas uniquement, si vous voulez, une démarche pieuse, mais c'était vraiment réel, c'est-à-dire que l'Équateur, pendant quelques années, est devenu un royaume, enfin une république, pardon, mais le royaume social de notre Seigneur Jésus-Christ dans la République de l'Équateur. Donc toutes les lois étaient conformes à la loi de Dieu. Il savait cependant qu'un complot se tramait contre lui. À un moment donné, donc au début d'août 1875, donc là on se rapproche vraiment de sa mort, Rayo, lui est dénoncé, c'était un de ses proches collaborateurs, Rayo lui est dénoncé comme impliqué dans un complot pour l'assassiner. García Moreno refuse de le croire, parce qu'il l'a vu communier il y a quelques jours. Il se dit, mais il est chrétien. Un chrétien n'est pas un assassin, c'est pas possible. Donc il ne l'arrête pas. Et quelques jours plus tard, c'est ce même Rayo qui va finalement poignarder García Moreno. Il le savait. Donc 2 jours avant sa mort, il dit à un de ses amis d'enfance, « Je vais être assassiné, je suis heureux de mourir pour la foi, nous nous reverrons au ciel. » Alors le 6 août, c'est la fête de la transfiguration de notre Seigneur. García Moreno se rend à l'église Saint-Dominique pour la messe à 6h du matin. C'est le premier vendredi du mois. Il communie et il prolonge son action de grâce. Là, les francs-maçons sont un peu pris au dépourvu. La messe était à 6h, il est 8h, il n'est toujours pas sorti. Qu'est-ce qu'il fait? Il était en train de prier. Bref, finalement, les francs-maçons sont dit, bon, c'est bon, on s'en va. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne sort jamais de l'église. Donc, il ne le voit pas sortir. Donc, García Moreno sort de l'église. Il va d'abord dans sa belle famille prendre un rafraîchissement. Et ensuite, donc, il est en route pour le palais présidentiel. Non, excusez-moi. Et d'abord, en passant, donc, il va à la cathédrale. Avant de rentrer au palais présidentiel, il va à la cathédrale pour une visite au Saint-Sacrement. Là, c'est pareil. Les francs-maçons commencent à se dire, dis donc, il en met du temps. Finalement, il décide d'envoyer Rayo, le dire, bon, dites-lui qu'il y a quelque chose d'urgent, parce que ça commence à faire. Il passe tellement de temps à prier, là. Donc, Rayo va à l'intérieur de la cathédrale, dit à García Moreno qu'il y a une affaire urgente qui nécessite son attention. García Moreno termine ses prières, sort de la cathédrale, et à ce moment-là, on se jette sur lui pour l'assassiner. Et donc, notamment, ce Rayo-là s'acharne sur lui et lui donne 14 coups de couteau en criant « Meurs, bourreau de la liberté ». Et donc, très célèbrement, à ce moment-là, García Moreno répond « Dieu ne meurt pas ». Donc, de toutes parts, les gens accourent pour essayer de sauver le président, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir le sauver, donc il est mourant. Il est mourant, on le transporte à la cathédrale, au pied de Notre-Dame des Sept Douleurs. Un prêtre a juste le temps de lui demander s'il pardonne à ses assassins. García Moreno fait signe que oui. On lui donne l'absolution, l'extrême-onction, et il expire un quart d'heure après avoir reçu les coups de couteau. Sur sa poitrine, on trouve une relique de la vraie croix. On trouve le scapulaire de la Passion et celui du Sacré-Cœur. À son cou, il avait un chapelet et une médaille de Pie IX. Il était en correspondance régulière avec le pape Pie IX. On va revenir un peu là-dessus. Et il avait un petit carnet sur lui, sur lequel il avait écrit le jour même « Mon Seigneur Jésus-Christ, donnez-moi l'amour et l'humilité, et faites-moi connaître ce que je dois faire aujourd'hui pour votre service. » Alors, il meurt, évidemment, on lui donne des funérailles dignes
de ce président, le Congrès lui discerne le titre de régénérateur de la patrie et de martyr de la civilisation catholique. Donc pendant un certain nombre d'années, l'Équateur va rester ce qu'on a appelé la République du Sacré-Cœur, mais de fil en aiguille, parce que ceux qui lui ont succédé, même s'ils étaient bons, étaient plus mous, étaient moins combatifs. Et donc petit à petit, la franc-maçonnerie a repris le dessus. Et 20 ans plus tard, concrètement, il ne restait plus grand-chose de cette République du Sacré-Cœur, malheureusement. Bon. Donc voilà pour ce passage-là. Je vais revenir sur un point important, à savoir la Révolution italienne, avant de tirer quelques conclusions. Alors dans le livre, dans la biographie du père Berthe, il a un chapitre qui s'appelle l'évêque du dehors. C'est dans ce chapitre-là qu'il parle de tout ça, si jamais vous voulez retrouver. Je vais citer juste quelques citations et de Garcia Moreno et de Pie IX. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais concrètement, les révolutionnaires italiens ont pris les états de l'Église, petit à petit. Donc tout ce qui appartenait au pontife romain a été pris par étapes. Donc dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et jusqu'à la ville de Rome, donc en 1871. Donc le pape Pie IX s'est retrouvé dépourvu de ses États. Et tous les pouvoirs de l'Europe ne disaient rien, même à l'occasion, si vous voulez, même disaient quelque chose comme bon, finalement c'est plus ou moins mérité. C'était le cas de Napoléon III, qui malheureusement, d'une part déjà a retiré ses troupes pour faire la guerre contre la Prusse, ce qui était évidemment un guet-apens, et en plus, à l'occasion, concrètement, il laissait entendre que finalement, il y avait vraiment besoin d'avoir des réformes à Rome, et que finalement, c'était pas si mal que Victor Emmanuel prenne le pouvoir. Alors, le pape Pie IX, lui, se faisait pas d'illusions. Voilà ce que le pape Pie IX a dit aux diplomates, donc de tous les pays, là, qui étaient rassemblés dans ses appartements alors que la révolution italienne était sur le point de prendre Rome. « Messieurs, je voudrais pouvoir vous dire que je compte sur vous et que quelqu'un d'autre vous aura comme jadis, que quelqu'un d'entre vous aura comme jadis l'honneur de tirer l'Église de ses tribulations. Les temps sont changés, le pauvre vieux pape ne compte plus sur personne ici-bas, mais l'Église est immortelle, messieurs, ne l'oubliez pas. » Effectivement, tous les pouvoirs européens ne vont absolument rien faire. Garcia Moreno, par contre, lui, va intervenir. Il va intervenir et il va écrire une lettre de protestation à Victor Emmanuel, donc le roi de Savoie, qui était en train de faire cette révolution en Italie. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette protestation est parue dans le journal officiel en Équateur le 18 janvier 1871. La veille, c'était quoi ? Notre-Dame de Pontmain. Donc la France, c'était la catastrophe en France. On était à genoux. Voilà, on a laissé abandonner Pie IX, et voilà la conséquence. En tous les cas, donc le 18 janvier paraît cette lettre. Le sous-signé, ministère des Affaires extérieures de la République de l'Équateur, a l'honneur d'adresser la protestation suivante à son Excellence le ministre des Affaires étrangères du roi Victor Emmanuel, à l'occasion des événements douloureux survenus depuis septembre dernier dans la capitale du monde catholique. L'existence même du catholicisme étant attaquée dans la personne de son auguste chef, le représentant de l'unité catholique, lequel s'est vu dépouillé de son domaine temporel, unique et nécessaire garantie de sa liberté et de son indépendance dans l'exercice de sa mission divine, votre Excellence reconnaîtra que tout catholique, et à plus forte raison tout gouvernement qui régit une notable portion de catholiques, a non seulement le droit, mais le devoir de protester contre cet odieux et sacrilège attentat. Cependant, avant d'élever la voix, le gouvernement de l'Équateur attendit la protestation autorisée des États puissants de l'Europe contre l'injuste et violente occupation de Rome, ou mieux encore, que Sa Majesté le roi Victor Emmanuel, rendant spontanément hommage à la justice et au caractère sacré du noble pontife qui gouverne l'Église, restitua au Saint-Siège le territoire dont il l'a dépouillé. Mais son atteinte a été vaine. Les rois du vieux continent ont jusqu'ici gardé le silence, et Rome continue à gémir sous l'oppression du roi Victor Emmanuel. C'est pourquoi le gouvernement de l'Équateur, malgré sa faiblesse et l'énorme distance qui le sépare du vieux monde, accomplit le devoir de protester, comme il proteste devant Dieu et devant les hommes,
au nom de la justice outragée, au nom surtout du peuple catholique de l'Équateur, contre l'inique invasion de Rome et l'esclavage du pontife romain, nonobstant les promesses insidieuses toujours répétées et toujours violées, nonobstant les garanties dérisoires d'indépendance au moyen desquelles on entend déguiser l'ignominieux asservissement de l'Église. Il proteste enfin contre les conséquences préjudiciables au Saint-Siège et à l'Église catholique qui ont déjà résulté ou résulteront encore de cet indigne abus de la force. En vous adressant cette protestation par ordre formel de l'excellentissime président de cette République, le sous-signé veut espérer encore que le roi Victor Emmanuel réparera noblement les déplorables effets d'un moment de vertige avant que le trône de ses illustres aïeux soit réduit en cendres par le feu vengeur des révolutions. Il avait vu juste. Donc, García Moreno a protesté, c'est tout ce qu'il pouvait faire malheureusement avec sa petite armée en Équateur qu'il voulait qu'il aille faire en Europe contre les grandes puissances européennes. Mais il a fait cela. Une autre chose qu'il a fait 2 ans plus tard, en 1873, c'est de donner la dîme de tous les impôts de l'Équateur. Parce que, évidemment, le pape Pie IX se finançait, si vous voulez, par les États de l'Église. Alors, les États de l'Église qui appartenaient à l'Église servaient non seulement à assurer une indépendance politique du souverain pontife, mais aussi une indépendance financière. Et donc, le pauvre Pie IX, il se retrouve privé de ses États, dépourvu de toutes ses possessions, et sans aucun moyen. Donc, le président de l'Équateur, à ce moment-là, lui a envoyé une aumône, ce qui a beaucoup touché Pie IX, parce que c'est le seul qui a fait ça. C'est le seul qui a protesté contre ce qui se passait en Italie, et c'est le seul qui a fait cette démarche de lui-même. Bon, bien sûr, si vous voulez, les catholiques le faisaient, mais en tant que pays, je veux dire, en tant que pays, c'est le seul qui a fait cette démarche de donner une dîme nationale au Saint-Siège. Donc évidemment, le pape Pie IX l'a beaucoup félicité pour cela, et l'a beaucoup honoré à Rome. Il a établi même une statue en son honneur à Rome. Bon, je vais devoir m'arrêter par là. Quelques leçons que l'on peut tirer de ça. Bon, il y a des leçons qui sont assez évidentes. La révolution, ça ne fonctionne pas. Rappelez-vous ce que disait Bolivar. Son bilan à la fin de sa vie, c'était de se dire « mais quelle catastrophe, on n'arrive plus à rien faire ». Il était littéralement désespéré à la fin de sa vie. D'ailleurs, il est mort de chagrin. Parce que quand il n'a pas réussi à reprendre le pouvoir de façon légale, parce qu'il était convaincu, si vous voulez, de cette constitution parlementaire là, qu'il avait établie, quand il n'a pas réussi à reprendre le pouvoir et que les choses allaient de mal en pis, il a été tellement chagriné qu'il en est mort quelques mois plus tard. C'est tout. Bon. Mais deuxième leçon qui est beaucoup plus importante pour nous, parce que du côté de Bolivar, c'est un peu le désespoir, mais d'un côté catholique, la révolution peut se défaire. La révolution peut se défaire. Et c'est ce qu'a fait García Moreno. Toutes les lois anticléricales, il les a balayées en 10 ans. Il les a remplacées par des lois qui sont conformes à la morale chrétienne. Donc ça peut se défaire. Ça explique la fascination, si vous voulez, que les catholiques français ont toujours eu pour le personnage de García Moreno. C'est cette lueur d'espoir de se dire, mais c'est possible en fait. C'est possible. On peut faire demi-tour. Une autre leçon politique importante, une république catholique est possible. C'est pas forcément ce qui est le mieux, c'est pas forcément ce qui est souhaitable, mais en soi, l'Église est indifférente quant à la forme du gouvernement. On peut avoir une monarchie catholique, on peut avoir une monarchie anticatholique. On peut avoir une république catholique, on peut avoir une république anticatholique. La forme de gouvernement en soi est indifférente, même si on peut avoir des préférences. Si on est thomiste, saint Thomas d'Aquin explique que la meilleure forme de gouvernement, c'est la monarchie parce qu'il y a plus d'unité. Donc ça fonctionne mieux. Mais si vous regardez l'Église elle-même, qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église est une monarchie, le pape est roi dans l'Église, mais une monarchie tempérée. Elle a une forme d'aristocratie également, c'est-à-dire les évêques dans leur diocèse, et elle a même une forme, on peut dire, une certaine façon de république, dans ce sens que le pape est élu. Ce n'est pas une monarchie héréditaire. Donc l'Église, qui est un modèle évidemment d'une société humaine, est une monarchie, mais pas une monarchie pure. Vous voyez ? Bon. Autre leçon importante, c'est évidemment cet exemple de règne social de notre Seigneur Jésus-Christ que nous donne García Moreno. L'État doit coopérer avec l'Église. Ça a été le cas notamment pour toutes les questions religieuses, ça va de soi bien sûr, mais pour l'éducation, pour le soin des malades, etc. L'éducation en Équateur
García Moreno l'a complètement délégué à l'Église. Il a laissé champ libre aux ordres religieux pour s'occuper de l'éducation. Donc il n'y avait pas l'éducation nationale qui était là pour restreindre les droits des parents et pour mettre toutes sortes de bâtons dans les roues et imposer toutes sortes de choses perverses. Donc ça va de soi. Autre leçon importante, la défense de l'Église et de la papauté que nous donne García Moreno. C'est le seul qui est intervenu. Il a essayé de motiver ses voisins. Il a envoyé une lettre au Venezuela, au Colombie, au Pérou, etc. pour leur dire, bon écoutez, est-ce qu'on peut faire quelque chose de commun? Est-ce qu'on peut signer? Bon, il savait qu'il n'y aurait pas de suite. Et effectivement, au mieux, il a eu le silence, ou au mieux plutôt, on lui a dit, je crois que c'était la Colombie, il lui a dit, bon écoutez, c'est intéressant ce que j'avais dit, on va y penser. Puis, bon, en fait, ils n'ont jamais rien fait. Mais pour d'autres pays, au contraire, on s'est carrément moqué de lui. Mais ça fait rien. Il était tout seul, il pouvait rien faire, mais ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Et une autre leçon peut-être plus pratique pour nous, que j'aime beaucoup dans cette vie de García Moreno, c'est de regarder comment est-ce qu'il a fait ça. C'est-à-dire, quand il était petit garçon, il ne s'est pas dit, tiens, moi un jour je serai président de la République. Peut-être qu'il a dit ça, mais en tout cas, c'est pas comme ça qu'il est devenu. Il s'est pas dit, demain je vais fonder une République catholique. D'abord, ce qu'il a fait, c'était d'être un bon étudiant. Et quand il est devenu un bon étudiant, il est devenu ensuite un bon avocat. Et le fait d'être un bon avocat, ça lui a permis ensuite d'être un bon journaliste. Et le fait d'être un bon journaliste, ça lui a permis d'être ensuite un bon sénateur. Et le fait d'être un bon sénateur, ensuite, ça fait qu'il a été nommé recteur de l'université, etc. Il a continué son journalisme. Et de fil en aiguille, ensuite, s'est posé la question de la présidence. Et c'est pas comme ça, si vous voulez, en attendant, dire, bon, en fait, j'attends que Saint Gabriel vienne me chercher et me dire que je suis le grand monarque. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. D'accord ? C'est vrai que parfois la situation est tellement désespérée, si vous voulez, à vue humaine aujourd'hui, on se dit, bon, on attend que le bon Dieu nous envoie une petite Sainte Jeanne d'Arc, et j'espère qu'il le fasse. Mais de notre côté, il ne faut pas attendre, si vous voulez, passivement, sans rien faire. Ça ne veut pas dire nécessairement tout de suite dire, ok, je vais être président, je me présente au présidentiel. Si vous le faites aujourd'hui, il ne va rien se passer. Parce que les choses se développent de façon organique. García Moreno a été capable d'être élu président de la République parce qu'il avait réussi déjà à fédérer tout le monde autour de son programme. Parce qu'il avait passé des années déjà à éduquer les gens, à traiter de ces questions-là, par le journalisme. Je ne veux pas dire que nécessairement tout le monde est appelé à être journaliste, c'est pas ça que je veux dire. Mais les choses se développent de façon organique. Ça, c'est important de le comprendre. Il faut faire ce qu'on peut faire à notre niveau, et dans 20 ans, on ne sait pas ce que le bon Dieu peut en faire. Les choses se développent petit à petit. Il faut commencer à notre niveau. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour instaurer le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Déjà, ça commence par notre famille. Ça commence par nos écoles. Ça commence par nos chapelles. Ça commence par essayer de parler à nos amis, à nos collègues, etc. C'est de fil en aiguille, comme ça que les choses se font. C'est petit à petit. Il ne faut pas nécessairement rester assis sur son banc et dire, bon, j'attends, je vais attendre Sainte Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, j'espère qu'elle vient, mais Sainte Jeanne d'Arc, elle a aussi utilisé les armées françaises. Donc, le travail de la grâce coopère avec la nature, ou plutôt la nature coopère avec la grâce. Donc ça, c'est important de bien être convaincu de ça. Et l'exemple de García Moreno, c'est un bel exemple, justement, en ce domaine-là. De se dire, la meilleure façon d'être président, c'est d'abord d'avoir fait toutes les étapes bien d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il faut être président, c'est pas ça. Mais les choses se font petit à petit. Il ne s'est pas dit qu'au début, tiens, je vais être président et je vais tout rétablir. Il n'avait pas cette ambition-là. Et la chose s'est présentée un peu par elle-même. C'est très intéressant de voir ça. Les choses se développent de façon organique. C'est vrai de toutes les œuvres. Quand vous considérez un ordre religieux, ça commence avec rien du tout au départ. Ça commence avec une personne et quelques disciples. C'est comme ça que les œuvres fonctionnent. Et c'est comme ça que García Moreno a réussi, même si ça a été éphémère. C'est comme ça qu'il a réussi à établir ce qu'on a appelé la République du Sacré-Cœur, en Équateur. Bon, ça, je pense que c'est une leçon très importante. Voilà, merci de votre attention. S'il y a éventuellement quelques questions, je veux bien en prendre quelques-unes. Après, je vous préviens, je ne suis pas du tout un historien. Donc, s'il y a des questions qui concernent davantage García Moreno, il faudra se référer au père Berthe lui-même. Oui? A-t-on des chances de trouver sa photo dans le dictionnaire non propre? García Moreno? Oui. Dans le dictionnaire, ça dépend du dictionnaire, je suppose. Ça dépend du dictionnaire.
Mais si vous cherchez une photo de Garcia Moreno avec Internet, c'est très facile, hein. Mais dans le dictionnaire lui-même, je ne sais pas. Celle-là, j'avoue que je ne suis pas allé dans le dictionnaire. Moi, j'ai pris ça sur Internet, là. C'est un portrait assez classique, là. Il n'avait pas beaucoup de cheveux. Un petit peu, quand même. Mais ça, c'est pas grave. Garcia Moreno a répondu à l'appel, bien sûr, mais en France, il y a tout de même eu des jeunes gens et des hommes qui ont volé à son secours avec les zouaves pontificaux. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Ils ont tout de même donné leur vie. Ah oui, oui. Ils ont donné 10 ans de leur temps, c'était pas rien. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, si vous voulez, Garcia Moreno, il a suivi tout ça. Par exemple, il a suivi l'épopée de la Mauricière, etc. C'est pas pour dire que ces gens-là n'ont rien fait. Attention, hein, au contraire. Oui, oui. Au contraire, ce sont des héros. D'accord. Mais en tant que président, comme pouvoir politique, si vous voulez, Oui. c'est le seul qui sont intervenus. Ouais. Et ça, c'est malheureux. Et c'est pareil pour la question du subside, si vous voulez. Il a donné l'argent du pays, carrément, pour soutenir le Saint-Père. En France, les catholiques ont donné énormément aussi, hein, attention, hein, et dans d'autres pays. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y a que l'Équateur qui a fait quelque chose. Mais du point de vue politique, oui, malheureusement. Ouais. Ouais. Bon. Deo gracias. On termine par une prière. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.